Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'ai le plaisir d'accueillir sur la chaîne La Vérité en Marche le producteur de cette trilogie qui nous a largement éclairé pendant cette crise institutionnelle et sanitaire. J'ai le plaisir d'accueillir Pierre Barnarias. Bonjour Pierre. Salut, merci encore de l'invitation. Voilà. Alors j'accueille Pierre pour, bien sûr, j'accueille Pierre pour la sortie de son dernier, non pas opus, mais son dernier documentaire, Hold Out. Mais plus largement, j'aimerais l'interroger sur finalement cette trilogie et qu'il nous donne son regard d'ensemble finalement sur la stratégie, sur l'idéologie qui se cache un petit peu derrière finalement toute cette gestion, toute cette crise, étant donné qu'il a un regard quand même assez pointu sur le sujet, puisqu'il a sollicité beaucoup de professionnels qui avaient un discours différent, à l'opposé de la doxa dominante. Et quand on sait que la doxa fonctionne sous un mécanisme de propagande pour pouvoir contrôler l'opinion publique, c'est toujours intéressant d'avoir justement le regard opposé pour se faire véritablement une vraie et bonne opinion. Alors, on va commencer. Oui, vas-y, si tu as quelque chose à dire. Je tiens juste à préciser que moi, j'ai pas de regard opposé. J'essaie juste de faire mon métier. C'est-à-dire que moi, je suis journaliste depuis plus de 30 ans. J'ai toujours fait des enquêtes de terrain. Je récite pas des dépêches bêtement d'AFP non vérifiées. C'est vrai que j'essaie vraiment d'aller sur le terrain à la rencontre et d'essayer de comprendre une situation qui échappe à beaucoup. Donc voilà, je suis pas dans l'opposition, loin de là. J'essaie juste de comprendre une situation qui échappe à beaucoup de monde et puis d'abord qui a complètement échappé aux journalistes. Et c'est là le problème, c'est que ce sont eux normalement qui sont censés faire le travail, qui sont censés informer les gens, qui sont censés comprendre des choses, qui sont censés poser les questions. Et depuis 2 ans, il n'y a plus aucun journaliste dit qui sont dans les médias d'influence. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ce sont les médias qui fabriquent l'opinion. Ça, c'est pas de moi, c'est c'est l'ancienne directrice adjointe du Nouvel Obs qui l'a dit elle-même. 80% des médias fabriquent l'opinion publique. Donc, il est là le problème, c'est qu'aujourd'hui, j'ai juste essayé de répondre à une carence, alors que j'avais d'autres films à faire et d'autres choses que je trouve bien plus intéressantes qu'à rapporter ou qu'à faire le travail des confrères qui n'ont rien fait en fait. Et c'est seulement je sais pas, ils vont mettre combien de temps avant de dire que le virus était vraiment d'origine humaine et que c'est juste une arme bactériologique qui a été lâchée, un virus pandémique qui est créé dans les labos P4 depuis une vingtaine d'années et maintenant ils ont la technique pour créer des virus pandémiques, notamment des coronavirus, en leur mettant toutes les saloperies de la planète, quoi. Donc ça, c'est une technique qui est maîtrisée aujourd'hui. Pourquoi, comment, ça c'est d'autres questions, mais de poser la question, ça vous rend pas un assassin ou un vulgaire ennemi de la République ou de la liberté, loin de là. Non, mais c'est très courageux de le faire déjà, de s'engager là-dedans, parce que souvent s'engager finalement dans une vraie démarche journalistique comme tu l'as fait par rapport à ceux qui ont tendance à répéter les dépêches, c'est pas forcément s'inscrire dans l'opposition comme tu le dis, c'est faire ton travail d'abord, mais c'est courageux dans le sens où souvent on a tendance à pointer du doigt, à mettre au banc ceux qui vont justement à l'encontre de la doxa dominante, et c'est comme ça que fonctionne ce qu'on peut appeler le journalisme mainstream, le journalisme de masse, qui est de Oui, connivence avec certains intérêts économiques ou politiques. Oui, mais là où je dis, c'est que pour moi, il y a plus de journalisme. Enfin, c'est-à-dire que c'est une profession qui a disparu grâce ou à cause d'Internet et le fait que l'information était accessible à tout le monde. Donc, on avait un journalisme à 30 ans qui était encore valable, où le journaliste allait chercher de l'information. Aujourd'hui, l'information est accessible à tout le monde. Ça change la donne. Donc, on est dans un journalisme de propagande, on est dans un journalisme de militant, dans un journalisme de VRP, mais c'est tout sauf du journalisme. C'est juste de la représentation, c'est de la distraction, voilà, c'est du grand show, quoi. Voilà, vous avez une poupée Barbie qui va s'agiter en essayant de poser des questions
qui ne va pas au fond des choses, quoi, parce qu'ils savent très bien que leur temps est limité et qu'ils pourront éventuellement, dont le seul but, c'est d'accrocher une dépêche de l'AFP parce qu'elles auront posé une question un petit peu plus délicate que l'autre et que la personnalité se sera emportée. Mais aujourd'hui, les journalistes de plateau, leur seul but, c'est d'avoir une petite dépêche AFP, comme ça fait mousser leur ego, quoi. C'est tout. C'est très juste, effectivement. On va revenir après un peu plus vers la fin peut-être de cette interview sur la notion de journalisme et d'information, puisque je crois que tu as un projet en cours justement intéressant par rapport à ça. Et on reviendra là-dessus sur tes projets en cours, juste pour informer les auditeurs, ça s'appelle Citizen Light, et c'est une agence de presse, mais on reviendra dessus un peu plus tard dans l'interview. D'abord, peut-être qu'on pourrait simplement, pour ceux qui n'ont pas vu Hold Up, dresser un court, finalement, portrait pas de Hold Up, de Hold Out, pardon, qui fait une synthèse presque des deux premiers et qui apporte de nouveaux éléments de preuve quant à la composition de certains lots de vaccins qui semblent, j'allais dire, j'allais employer le terme mortifère, mais c'est peut-être pas le bon terme, qui semble plus qu'étonnant compte tenu des experts qui ont analysé ces flacons. Tu as aussi interviewé pas mal d'individus sur finalement ces effets secondaires qui les ont touchés. Tu as souligné aussi dans Hold Out une dimension un peu plus eschatologique. Et j'aimerais que justement on en parle un petit peu tout à l'heure aussi, puisque cette chaîne analyse aussi la politique dans sa dimension spirituelle. Finalement, tu as fait un gros travail de fond dans cette trilogie et ce dernier résume bien le travail de fond des deux premiers, puisque le premier était déjà l'idéologie transhumaniste qui était proche on va dire, de Klaus Schwab et d'Harari, c'est-à-dire cette idéologie qui veut pousser l'homme vers une forme d'immortalité du corps et qui veut rendre la classe moyenne à l'état des inutiles. Je voudrais savoir si, à travers cette trilogie, qu'est-ce que tu as pu finalement déceler, mis à part le cynisme j'allais dire, des laboratoires, de ceux qui mettent en avant cette injonction de recourir à l'injection. Finalement, qu'est-ce que toi, tu as pu en retirer de toutes ces enquêtes de terrain? En fait, alors d'abord, je tiens à préciser, c'est important, c'est s'il y a eu une suite à Hold Up, c'est parce que j'ai été rejoint par des journalistes pareil, qui ont tous des expériences de malade mental dans des grands médias et qui m'ont rejoint parce qu'eux-mêmes, ils étaient écœurés de la façon dont les médias travaillent. Ça, c'est la première des choses, mais surtout, c'est parce qu'on a touché aux enfants. Et parce que dans Hold Up, il y a quasiment tout, sauf que là, quand j'ai découvert qu'ils allaient piquer des enfants de moins de 5 ans, de voir de moins de 10 ans, sans aucune autorisation, sans rien, alors qu'on est toujours en phase expérimentale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez 5 milliards de cobayes qui se sont fait injecter une substance chimique dont on ignore les composants parce que c'est secret défense, c'est secret de fabrication, c'est juste monstrueux, quoi. Et donc c'était la première question que normalement devrait se poser tout journaliste, mais qu'est-ce qu'il y a dans ces fameuses substances qui ont été classées comme des vaccins? Or, le vaccin, c'est un nom noble, c'est un nom qui rassure, mais là, on sait très bien qu'on n'est pas dans un vaccin. Donc, pourquoi avoir employé ce mot alors que le promoteur de ces vaccins disent eux-mêmes qu'on est toujours en phase expérimentale, au stade 3, qu'on a montré que toutes les enquêtes pour montrer, pour les phases 1, phase 2, phase 3, on montrait que il fallait surtout pas mettre ce produit sur le marché, que c'était plus un produit tueur, une arme de guerre qu'autre chose. Malgré tout, non, rien n'y a fait. Donc voilà, donc moi on a voulu savoir ce qu'il y avait dans ces foutues fioles, donc on en a fait quand même examiner pas mal, hein, une petite dizaine, on en a montré que 3 ou 4 là dans le film, et en même temps l'idée c'est pour bien comprendre la situation, on s'est attaché à 2 catégories de personnes sans qui la vaccination n'aurait pas pu être permise, c'est à la fois les médecins
les médecins et les journalistes. C'est-à-dire sans les médecins et sans les journalistes. D'abord les journalistes, parce que sans eux, il n'y aurait pas eu la peur. Et sans la peur, il n'y aurait pas eu de vaccin. C'est exactement ce qui s'est passé en 2011 avec le H1N1. C'est que la population n'a pas eu peur et que la presse était encore relativement un petit peu plus indépendante qu'elle ne l'est aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, toute la presse a été arrachée par les Bill Gates et autres. Quand je dis et autres, c'est voilà, c'est les grands milliardaires de la planète. Hein. Il n'y en a pas 36 000. Hein. Ça tient sur une poignée de main. Donc voilà, maintenant de savoir pourquoi ils font ça, pourquoi ils font des produits juste, qui sont tout sauf des produits pour la santé, quoi. C'est même le contraire, quoi. Donc voilà, donc c'était ce dernier volet était juste une sorte de conclusion en montrant des pistes de sortie, en donnant toujours, moi je tiens toujours à terminer mes films avec vraiment comment ça s'appelle, des solutions et de l'espoir qu'on peut donner aux gens, parce que ça fait quand même 50 ans ou 40 ans maintenant qu'on nous donne une information qui est noire, qui nous permet, qui hypnotise tout le monde. Donc c'est pas d'hier hein, qu'il y a eu ces informations. Mais là, par contre, ce qui est avantageux avec la Covid, c'est qu'au moins ça s'est vu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la presse, non, elle ne peut plus. On peut. Là aujourd'hui, au départ, on avait des soupçons de sa partialité. Maintenant, on n'en a plus. C'est plus des journalistes, c'était juste des auteurs de propagande, quoi. Donc c'est juste pathétique, quoi. Mais le pire, c'est qu'ils en ont même pas conscience. Il est là le hold-up très bien réussi, c'est que moi j'ai plein de confrères, des consoeurs qui sont persuadés de travailler, de faire leur taf correctement, alors ils sont juste des marionnettes, des relais d'une idéologie qui cache son nom, qui est du vrai nazisme. Hein. Complètement. Voilà. C'est très juste. Hannah Arendt disait que le nazisme reviendrait sous une autre forme quand elle a étudié justement les dérives du totalitarisme et de cette idéologie. Et je pense que finalement, au-dessus des États, il y a une idéologie qui s'est diffusée et qui justement est cette nouvelle forme de l'idéologie, comme tu le soulignes justement. Relisez Brzezinski, hein, Brzezinski 70, Brzezinski américain qui a travaillé pour pas mal de gouvernements américains. En 1970, il a tout expliqué ce qui arrive aujourd'hui. Donc, allez le relire et voilà, arrêtez d'être surpris, quoi. Enfin, quand je dis ça, je dis pas à la vérité en marche, bien sûr, parce que vous êtes les premiers à vous indigner de cette situation. Mais ce qui m'étonne le plus, c'est que de la part de gens, entre guillemets, qui se vantent de donner des cours de morale à la terre entière devant des chaînes de télé, je sais pas, qu'ils aillent lire ses ouvrages, Le Grand Échiquier, par exemple, de Brzezinski, ou il y a tellement d'autres, La guerre secrète contre les peuples, écrit par Claire Séverac, et Claire Séverac, c'est pas de peau, elle est morte d'un cancer assez rapidement, foudroyant, mais enfin, vous voyez, encore une fois, il faut pas être surpris de tout ce qui arrive. Par contre, là, ce qui est bien, c'est ce qui est avantageux avec la Covid, c'est que l'accélération, le changement de paradigme s'est fait d'une telle vitesse, parce qu'aujourd'hui, on n'est plus dans la même société qu'il y a 2 ans. Hein, ça y est, on a passé le cap. Là, ça y est, ça se voit. Et merci la presse, parce que sans la presse, on n'en serait pas là aujourd'hui. Sans la presse, il n'y aurait pas eu 5 milliards de personnes qui, depuis, ont été des véritables cobayes. Hein, parce que injecter un truc expérimental, merci, quoi. Même que les rats de laboratoire nous envient aujourd'hui. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais tu soulignais que, justement, 3 points importants. Le premier, c'est que les médias sont complices, consciemment ou inconsciemment, avec les médecins. Ça me rappelle justement le documentaire, peut-être que tu l'avais vu, que vos équipes l'avaient vu, Propaganda, dont Arte s'en est fait l'écho. Documentaire qui est issu du livre de Edward Bernays, qui est le neveu de Freud, et qui expliquait déjà comment aux États-Unis, les scientifiques, et donc les médecins, étaient utilisés par des études bidonnées pour vendre finalement le bacon, puisqu'il y avait un lobby de la viande qui voulait vendre du bacon, et qu'il fallait dire que c'était un déjeuner riche. En fait, comment ils ont créé cette culture à travers la propagande. Et les médias ont relayé, la publicité a relayé ça. Finalement, on est dans le même schéma, mais à une échelle beaucoup plus importante. Et c'est ça qui est effrayant. Oui, mais c'est complètement ça. C'est complètement ça. On est dans une échelle qui est sans commune mesure.
Mais ce qui m'étonne le plus, c'est que, alors que tout a été écrit quand même, tout est écrit depuis longtemps, pourquoi il y a eu cette... alors c'est de l'incompétence, je pense pas complètement, parce que l'incompétence, elle a ses limites. Je pense que dans le temps, les gens ou les journalistes auraient pu dire, ah, bah oui, c'est vrai, on s'est trompé. Bon, bah non, mais ça n'a pas existé. Et ça continue. Ils continuent de mouliner de la même façon, de répéter toujours les mêmes dépêches, de faire comme si de rien n'était, alors que il y a quand même des millions de morts aujourd'hui. Hein. C'est pas rien, des millions de vies de familles qui ont complètement été brisées. Je parle même pas des effets secondaires. Je parle même pas aujourd'hui. Là, j'ai rencontré une amie dans mon ancienne ville ici en région parisienne, AVC, et elle n'a plus ses règles depuis la vaccination. Enfin, vous vous rendez compte. Enfin, et puis des jeunes femmes à qui on a retiré les utérus, qui n'ont plus leurs règles depuis, je sais pas combien, depuis leur deuxième dose ou troisième dose. Mais où va-t-on? Là, on parle de quatrième dose, de sixième dose, de septième dose, de huitième dose, et t'as pas un journaliste qui va se mettre debout ou qui va hurler. Mais non, c'est comme ça. C'est pas grave. Alors, il faut quoi? Il faut que la moitié de la rédaction soit décimée par des effets secondaires pour que ça bouge un peu. Mais bien sûr que non. On a mis 40 ans avant de reconnaître qu'il y avait un lien qu'on avait fait entre le tabac et le cancer. 40 ans pour reconnaître un lien entre le tabac et le cancer. Alors aujourd'hui, c'est pour ça ils sont confiants, hein, nos politiciens, nos élites qui nous ont injecté ces produits. Ils savent très bien qu'à partir du moment où vous avez le label vaccin, c'est bon. On ne va pas aller faire de remontée de pharmacovigilance. Il n'y a plus de remontée, il n'y a pas de consentement éclairé, il n'y aura jamais de consentement éclairé. Et le nombre de médecins qui n'ont pas fait ces remontées de pharmacovigilance, mais comment ils vont pouvoir se regarder demain quand ils savent qu'ils ont tué des milliers de personnes? Comment ces médecins qui se sont fait 40 000 euros ou 50 000 euros en quelques semaines en vaccinant à donf dans les vaccinodromes, quand ils vont apprendre que toutes les personnes qui ont été vaccinées, notamment des jeunes, aujourd'hui sont massacrées à vie ou sont tout simplement morts. Il y en a beaucoup qui sont morts déjà depuis, hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Regardez les chiffres de Dravigilance. En France, on ne peut pas les avoir. Au Dravigilance, il y a quand même, en sachant que ces chiffres représentent 3% de la réalité, on arrive à des centaines de milliers de morts. Et ça, il n'y a pas un seul média pour le dire. Donc, oui, mais ça pose problème. Il y a souvent l'argument cynique de dire oui, mais c'est normal qu'il y ait des effets secondaires puisqu'on n'a jamais autant vacciné. J'ai déjà entendu ça dans des salons de discussion ou autres. Certains disent on n'a jamais autant de vaccinés et la période a fait qu'il a fallu de toute façon vacciner parce qu'on était face à une crise mondiale. Alors, le problème, c'est qu'ils ne comprennent pas finalement l'origine de la manipulation. C'est-à-dire que pour eux, c'était nécessaire et donc c'est normal qu'il y ait des effets secondaires et c'est normal qu'il y ait des effets collatéraux. C'est grave finalement comme argumentaire d'en arriver là. Attendez, mais vous savez, quand vous entendez un médecin dire que bah, ça va, on a suffisamment de recul avec ce vaccin parce que on a piqué un million de personnes, c'est comme si on avait des années de recul. Mais il est con ou il est con? Monsieur Deray. C'est juste. Pardon, non, mais c'est juste hallucinant de pouvoir sortir une bêtise aussi énorme que ça. Et ça, c'est en prime time sur les chaînes de télévision avec aucun contradicteur. C'est vrai. Enfin, quand vous avez un médecin comme ça qui vous dit devant tout le monde, bah, attendez, on a des années de recul puisqu'on a vacciné 1 milliard de personnes. Non, mais attendez, mais c'est flippant. C'est comme si vous disiez, bah, écoutez, il n'y a aucun mort du tabac parce qu'on a lancé la cigarette il y a 2 ans ou il y a 6 mois et là, il y a quasiment rien. Donc, tout va bien. Le tabac est sain et sauf et que c'est une bonne drogue. Allez-y. Non, c'est fou, hein. Moi, c'est c'est juste hallucinant. Et puis quand vous avez des personnes comme ça qui ont autorité quand même, hein, qui ont la blouse blanche, hein, du médecin. Je parle de Jérôme Marty. Hein. Comment ce garçon va faire pour se regarder en face comment peut-il faire pour se regarder en face et savoir le nombre de morts qu'il a sur les mains en ayant eu ce genre de propos délirants sur des chaînes grand public?
Il faut quoi? Il faut que les morts ressuscitent pour qu'ils viennent lui dire, attendez, grâce à vous, je suis allé me faire piquer 3 fois, 4 fois. Moi, j'aimerais bien, tiens, j'aimerais bien en fait proposer à Jérôme Marty que j'ai lui-même, moi-même, lui administrer celle la 5e ou la 6e dose, mais en étant sûr qu'il se soit fait vraiment vacciner. Moi, j'aimerais bien que tous ces médecins de plateau, qu'on les vaccine ou qu'on les fasse vacciner par des personnes, par exemple par le docteur Perron, ça serait amusant, quoi. Que le docteur Perron aille vacciner pour être sûr qu'ils se sont bien fait injecter cette substance, voilà, qui est une substance juste artificielle, qui n'est même pas la copie conforme du virus. Enfin, et de toute façon, on ne saura jamais la composition de ces substances, puisque c'est du secret de fabrication. On vous met dans le corps un secret de fabrication. Et quand on apprend que bah, ça peut changer votre ADN, que ça coupe vos règles, que vous attrapez la maladie de Creutzfeldt-Jakob, que vous faites des hépatites fulminantes, enfin, et que vous avez en moins de 6 mois, vous avez plus d'effets secondaires qu'en 30 ans de vaccination, toutes vaccinations confondues. Ah, mais oui, mais on en a vacciné beaucoup. Ah oui, alors expliquez-moi pourquoi, avant vaccination, il y avait que, on va dire, moins d'un million de personnes. L'âge moyen, c'était 83 ans des personnes qui décédaient du coronavirus. Et que, après vaccination, vous vous retrouvez avec 18 millions de morts du virus. Vous pouvez m'expliquer pourquoi la vaccination a fait qu'il y a 10 fois plus de morts et 1000 fois plus de contamination? Expliquez-moi, je pensais que le vaccin était là pour empêcher la maladie, pour empêcher la transmission du virus et pour diminuer le nombre de morts. Or, c'est même pas diminué, c'est multiplié par 10, voire 100 ou 1000. Et continuer dans le même déni. C'est ça qui est fou. Hein. Tout à l'heure, justement, tu soulignais très justement que tu avais fait ce 3e documentaire parce qu'ils avaient en projet, ou c'était dans l'esprit de vacciner les enfants. Le docteur Malone, Parce qu'ils avaient déjà commencé. Oui, parce qu'ils avaient déjà commencé, effectivement, et qu'ils voulaient descendre l'âge de vaccination. Le docteur Malone prévient d'ailleurs dans le documentaire, dans le troisième documentaire, des dangers justement de cette vaccination pour des enfants qui ne sont pas finalement, qui n'ont pas de risque à contracter le coronavirus. Et il prévient justement des graves dysfonctionnements du système immunitaire qui pourront en découler. Est-ce que, alors, non pas en tant que médecin, mais en tant que journaliste, reporter de terrain, justement, à des parents qui ont des doutes, quel conseil voilà, tu pourrais leur amener, sans que ce soit des conseils médicaux, mais quelle réflexion finalement tu pourrais leur amener pour qu'ils se méfient et qu'ils ne croient pas naïvement finalement, j'allais dire, au fait que l'État, dans cette période actuelle en tout cas, est un bon père de famille, c'est-à-dire qu'il veut nécessairement les protéger. Je pense qu'il faut casser un petit peu ce mythe-là. Moi, j'ai pas de conseils à donner à qui que ce soit. Moi, je fais mon métier, je donne des infos, j'essaye de les rendre accessibles au grand public. Maintenant, c'est à eux de les regarder, de les comprendre ou pas, peu importe, hein, et de faire son choix. Maintenant, on est à l'heure des choix. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est génial dans cette crise, c'est que on est obligé de prendre parti. On peut plus être sur la ligne du milieu en disant ouf, je sais pas. Non, non, on est pour ou contre. C'est pas possible. On peut plus. Et d'ailleurs, Klaus Schwab l'a bien dit. Hein, Klaus Schwab à Davos a dit que maintenant c'est terminé. Dans une dizaine d'années, il y aura plus d'intermédiaire entre l'homme, entre le citoyen et le gouvernement. Vous entendez? Il y aura plus d'intermédiaire. C'est fini. C'est-à-dire que maintenant, tout individu appartient à qui? Appartient au gouvernement. C'est qui le gouvernement? Le gouvernement, c'est qui, Klaus, le gouvernement? Tu dis un gouvernement quoi? Unique, mondial, c'est ça? Enfin, quand vous avez une personnalité comme ça qui dit une chose aussi terrifiante que ça et qu'il n'est pas reprise ou si peu par les médias ou qu'on n'interroge pas, donc vous vous rendez bien compte que voilà, maintenant c'est fini de jouer, quoi. On a fini de s'amuser, quoi. C'est terminé, les jeux sont faits, quoi. Donc maintenant, chacun encore, voilà, s'ils ont envie de se faire vacciner, ben, il n'y a aucun problème. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais qu'ils arrêtent de parler du mot vaccin.
très juste, effectivement. Mais ça, c'est un outil marketing. Et en connaissant le cynisme finalement du système et de ses représentants, c'est un outil marketing pour pousser justement les individus à croire que c'est un vaccin normal et donc à y aller. Ouais, et puis moi, j'invite vraiment les personnes qui n'ont pas encore vu Hold Out, hein, ça c'est pas pour moi, mais allez voir ce film parce que je pense que c'est effectivement la synthèse des trois volets. En plus, c'est vraiment un travail collectif qui a été vraiment très très riche et c'est un vrai film. Donc, et puis quand je dis c'est un vrai film, c'est-à-dire qu'il y a une vraie narration. Encore une fois, c'est pas du docu télé avec les pour et les faux contre, ou les faux contre et les vrais pour. On fait semblant de ne pas prendre parti, mais on prend parti. Enfin voilà, donc là, c'est un documentaire avec un vrai point de vue, mais qui lèbre, enfin voilà, qui laisse tout le monde de décider de comprendre ou pas, ou de prendre parti, ou de rejeter le film. Mais au moins, l'information est donnée. Après, chacun est libre de l'entendre comme il veut. On n'impose rien. Vous êtes libre Mais par contre, on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas, quoi. C'est-à-dire que si vous avez vraiment envie de vous informer, si vous avez vraiment envie de comprendre ou d'avoir un accès à une autre lecture de l'information et du monde qui est en marche et qui va très très vite, bah vous avez la possibilité. Donc soit vous la saisissez ou soit vous la laissez de côté. Mais après, il ne faudra pas venir pleurer, quoi. Dire, bah, je savais pas, bah, je savais pas. Ah ben oui, mais il était complotiste. Ça veut dire quoi, complotiste? Complotiste, c'est quelqu'un qui pose des questions. Waouh! Regardez ce qu'il y avait dans Hold Up. On avait des intervenants de qualité, une quarantaine d'intervenants quand même. Il y en a deux qui se sont désistés pour des fausses raisons. Il y en a l'un parce que Bill Gates était son meilleur pote et qu'il était membre du conseil d'administration de sa société. Donc il m'a supplié de le retirer du film. Et l'autre, c'est parce qu'elle n'a pas pu supporter ses propos. C'est. Oui, mais c'est un bon conseil, effectivement, pour les gens qui doutent et qui ont peur, justement, cette période, d'avoir le pour et le contre de ce qui est en train de se jouer. Allez voir, justement, le documentaire Hold Out, qui va vous donner une vision d'ensemble de ce qui est en train de se jouer et qui n'est pas, finalement, enfin, moi, je ne l'ai pas perçu comme ça. C'est-à-dire que ce n'est pas un documentaire de propagande, c'est un documentaire qui amène des faits, d'autres faits, et notamment ceux qui ne sont pas mis en avant par la doxa dominante. Et là je parle à titre personnel, on le perçoit malgré tout en filigrane, enfin, je le perçois, plutôt qu'ils diront, comme j'allais dire, presque un système de corruption. Non pas le documentaire, mais ce qui se joue derrière, on dirait qu'il y a un système de corruption mondialisé, à la fois idéologique et de lien d'intérêt, qui permet finalement d'imposer un agenda idéologique, hein, comme tu l'as très bien souligné, c'est-à-dire l'agenda selon lequel il n'y aura plus d'intermédiaires, ils veulent supprimer les nations, ils veulent faire un gouvernement mondial, tel est l'objectif, et en plus aller vers une forme de transhumanisme. C'est comme ça que je le perçois en tout cas. Mais c'est même pas une question de le percevoir comme ça, puisque c'est ça. Ils le disent aujourd'hui. Enfin, je veux dire que aujourd'hui, ça y est, j'ai vu Marianne titrer à la une le gouvernement mondial. Bon, très bien. Ah ouais, mais je pensais que c'était un truc qui était réservé aux complotistes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les journalistes, ils sont obligés maintenant de reconnaître la réalité des choses. Quand vous avez les hommes les plus puissants de la planète qui vous disent, écoutez, maintenant c'est bon, le hold-up a été fait, il est bien fait, on va vers un gouvernement mondial, on va vers la disparition de la monnaie liquide, on va vous rendre esclaves. De toute façon, vous n'avez pas le choix maintenant, vous avez été transformé par des antennes ambulantes, parce qu'on sait très bien que ces substances qui ont été injectées, il y a beaucoup de nanoparticules, hein, il y a du graphène. Enfin, maintenant, ça y est, on connaît la composition de ces fioles. Voilà, que vont devenir ces fameuses substances expérimentales pour lesquelles on n'a aucun recul. Vous m'entendez? On n'a zéro recul. C'est la première. En plus, on l'a expérimenté sur quoi? Sur 5 milliards de personnes. C'est juste hallucinant. Pour un virus, encore une fois, dont on survivait à plus de 99%. Et c'était la moyenne d'âge des gens qui mouraient du corona.
80 ans, 83 ans. Enfin, quand vous prenez un peu de recul, ils sont malades. Et aujourd'hui, vous avez des gamins de 10 ans, de 11 ans, de 16 ans, de 15 ans qui sont morts. Vous avez des millions de jeunes filles qui n'ont plus leurs règles. Et ça, pareil, ça n'intéresse pas les médias, ça n'intéresse pas l'agence France Presse de faire un reportage sur les dégâts, le nombre de morts de ces injections. C'est juste, voilà, c'est juste surprenant. Enfin, en tout cas, moi, ça me surprend parce que moi qui suis tellement attaché à l'information, c'est pour ça que j'ai fait ce pas de côté avec Hold Up. Et puis après, après, voilà, comme encore une fois, hein, si on s'était pas attaqué aux enfants, je pense que chacun est libre. Encore une fois, les adultes sont libres de se piquer, il n'y a aucun souci. Hein, moi, ça me gêne pas. Mais on touche pas aux gamins, quoi. Surtout à des gamins de 5 ans, 6 ans, 7 ans, voire même 10 ans, quoi. Ils sont en rien concernés par ce virus-là. Et par la manipulation des adultes, en plus. On t'entend plus. Le micro. Non, c'est parce que j'ai un problème. Allô? Oui, là c'est bon, ça a repris, mais ça a coupé. C'est parce que non, mais comme je suis sur mon portable et comme j'ai souvent des appels, c'est un peu compliqué. Mais je peux pas désactiver l'appel. Donc oui, voilà. On parlait des enfants, justement. Voilà, les enfants n'ont rien à voir finalement avec tout ça. Voilà, que les adultes ont envie de s'amuser, voilà, de voir à quoi ils vont ressembler avec un ADN, enfin, changé dans 20 ans, pourquoi pas? Ça, moi, je peux comprendre que les gens aiment bien donner leur corps à la science, c'est très bien, mais pas les enfants. Pas les enfants, ils n'ont rien demandé. Enfin, je veux dire qu'ils ont. Enfin, c'est surtout s'ils sont pas concernés du tout par ça, quoi. Ils sont en rien concernés par. Vous vous rendez compte ce qu'on fait aux gamins? Punaise, moi ça me. Oui, c'est terrifiant. C'est terrifiant et je sais que tu avais fait une analyse avec Ariane Billerand justement sur le profil des individus, sur la notion de complot et sur le profil des individus qui finalement participaient consciemment ou inconsciemment à ce narratif, à cette hystérie collective, à cette fiction médiatique, on pourrait dire, et que elle a fait d'autres interviews depuis. Et elle soulignait finalement effectivement le caractère de la psychopathie finalement qui peut animer des profils qui participent à ça. Et que les psychopathes ne sont pas forcément des tueurs en série, contrairement à ce Bien sûr. peut croire. Et c'est pour ça que c'était d'autant plus surprenant, c'est que dans ce premier volet là, qui est Hold Up, je trouvais que vraiment, et je le trouve toujours, tous les personnages du film étaient vraiment, mais ils sont tous des gens exceptionnels, par leur connaissance, leur savoir et leur façon de transmettre ce savoir. Tous, vraiment, sans exception. C'est sûr. Et ça a fait que il y a des fous furieux qui sont des journaleux qui sont payés par des gens qui sont tout sauf des journalistes. Quand vous voyez le patron de Libération ou du Monde, enfin voilà, ou même le patron de l'AFP, ça y est, vous avez compris qui dirige l'information. Enfin, c'est tout sauf leur recherche, c'est pas la recherche de la vérité, c'est juste pour des intérêts privés qui n'ont rien à voir avec la notion de vérité en tout cas. Et c'est là justement l'axe très juste. C'est-à-dire que le journalisme, c'est ça normalement, la recherche de la vérité, la mise en avant des faits qui essaient de se rapprocher le plus de la vérité, alors que eux, ils sont justement au contraire dans l'entretien du mensonge et dans l'entretien de la fiction qui permet de poursuivre finalement, je ne sais plus, il y avait un médecin qui parlait de ça, Olivier Soulier, je crois, qui disait qu'on martyrise une population finalement pour une question de business, une question économique dans le documentaire Hold Out. Et en fait, c'est ça. Et c'est aussi parallèlement pour aller vers ce que Klaus Schwab appelle la fenêtre d'opportunité, c'est-à-dire la 4e révolution industrielle, cette révolution biométrique avec les capteurs dont tu parlais justement, et les nanoparticules. Oui, mais le pire dans tout ça, c'est que moi je suis convaincu que les 3/4 des journalistes sont persuadés qu'ils font le job, quoi. Ils ont même pas conscience que ce sont des outils d'un scénario qui leur échappe complètement.
Donc, vous ne pouvez pas en vouloir à des gens qui sont persuadés de faire leur boulot parce qu'ils lisent des dépêches consciencieusement. Quel journaliste de télé ou de radio a vérifié une dépêche d'AFP ou se pose la question, mais est-ce que cette dépêche, en quoi cette dépêche est utile, en quoi cette dépêche va nous permettre de construire un monde meilleur, en quoi cette dépêche participe va permettre de trouver peut-être des solutions, en quoi cette dépêche est juste. Non, personne. Il n'y a pas un journaliste de télé ou de radio qui se pose la question. Tête baissée, tout le monde donne la même information. Ça n'a jamais posé la question à personne. Savoir que tous les médias disent la même chose au même moment avec les mêmes mots. Ce conformisme et cette uniformité devraient quand même questionner pas mal de monde, quoi. Tout à fait, c'est très juste. D'ailleurs, bon, je n'avais pas prévu de l'aborder maintenant, mais tu me donnes quand même, tu me tends une perche pour aborder cette question justement du problème de l'information, de la source d'information des médias, qui vient principalement de 3 agences de presse à l'échelle mondiale. Et je crois qu'avec d'autres collaborateurs, d'autres journalistes, tu as toi-même pour projet de créer une nouvelle agence de presse plus éthique, plus proche finalement de la charte du journalisme, et que cette agence s'appelle Citizen Light. Si je ne dis pas de bêtises, tu peux nous en dire quelques mots? Ça n'a rien à voir en fait. C'est une agence d'information nouvelle formule. Pourquoi? Parce que la source de l'information, c'est qui? C'est nous tous. C'est toi la source de l'information. C'est un citoyen lambda. À la source, à la base de l'information, c'est les citoyens du monde entier. Donc il y a 7 milliards de journalistes potentiels. Il y a 7 milliards de témoins potentiels. Et nous, l'idée, c'est de dire aux citoyens que nous sommes, aux hommes et aux femmes que nous sommes, disant, écoutez, reprenez le lead de l'information. Reprenez le contrôle de l'information. Vous avez une bonne information, vous connaissez une information qui est intéressante, qui est utile, qui est constructive, qui est positive, envoyez-la à nous. Et à la base, on met des journalistes qui ont 20 ans de métier, 30 ans de métier, et qui, si effectivement ils estiment que l'information qui a été envoyée, je ne sais pas, du Paraguay par un cultivateur ou autre, ou par un cultivateur de pavots en Iran ou en Afghanistan, et ben on va vérifier cette information. On va voir si elle est utile, si elle est facilement vérifiable et si elle est constructive, c'est-à-dire que si elle nous permet d'agir ou si elle offre des solutions pour un avenir plus proche, et ben si elle remplit toutes ces conditions, on va la publier. On va peut-être en faire une petite brève radio ou télé. Et voilà, donc on va essayer de créer partout dans le monde, interpeller tous les citoyens du monde en disant voilà, si vous avez des informations intéressantes à nous donner, envoyez-les à nous et puis on la publie, mais avec votre nom. C'est-à-dire que c'est vous qui allez devenir le citoyen reporter. Mais le citoyen reporter, il sera aiguillé, coaché d'abord par un journaliste qui a 30 ans de métier. Donc il est là la nouveauté, c'est que c'est le journaliste qui va se mettre au service du citoyen et non l'inverse. Parce qu'aujourd'hui, c'était le citoyen qui faisait briller le nombril du journaliste. Tout à fait. Et là, c'est pas du tout la même chose. Là, ça va être le journaliste qui va mettre tous ses connaissances, son talent éventuel pour permettre aux citoyens de nous donner de l'information, de transmettre une information. Parce qu'un journaliste, c'est quoi? Un journaliste, c'est un témoin. J'ai vu, je rapporte, je vérifie et je publie. Voilà ce que c'est qu'un journaliste. C'est juste un témoin. Aujourd'hui, les journalistes, ce ne sont plus des témoins. Les journalistes, ce sont des lecteurs. Ce sont des speakers. Ils lisent des dépêches. C'est tout. Et on appelle ça journaliste. Ah ouais. Ben non, nous, dans Hold Up ou dans Hold On ou dans Hold Out, on a essayé de comprendre, on a essayé de mettre ensemble, on a cherché un petit peu. Mais ce qui est génial aujourd'hui, c'est que l'information est à la merci de tout le monde. Tout le monde peut avoir accès à l'information. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il faut juste trier. Il faut juste trier, choisir et essayer de se dire en quoi cette information va être utile. Tout à fait. Donc, une information plus ciblée sur un monde meilleur, c'est-à-dire quelque chose finalement qui nous permet de refaire société en dehors du cadre actuel qui nous est proposé. Chose. On est obligé. Hein. Le monde a changé, là, c'est fini. Hein. En 2 ans, on a changé de paradigme. Hein, c'est tout.
Donc, on est obligé de reconstruire, hein, mais on ne va pas reparler de… Là, je sais qu'à Davos, il parle de refondation. Là, nous, on ne veut pas parler de refondation. Nous, on veut juste construire un nouveau monde, quoi. Un nouveau monde, mais avec une information qui est belle, qui est constructive, qui nous donne des envies d'agir, qui nous redonne de la confiance, tandis qu'ils sont en train c'est pire que le nazisme qui est en train de faire à Davos, hein. Ils sont en train de faire des choses, mais hallucinantes. Quand vous avez, encore une fois, un Klaus Schwab qui nous dit devant tout le monde que bientôt, dans moins de 10 ans, il n'y aura plus d'intermédiaire entre le gouvernement et le citoyen. Waouh! Waouh! Mon Dieu! Et ça passe. Sans aucun problème. Pour la petite anecdote, j'avais vu passer sur Twitter Idriss Aberkan qui avait tweeté que le père, ça vaut ce que ça vaut, faut bien aller vérifier toujours ses sources, c'est important, mais je pense qu'il a lui-même vérifié. Le père de Klaus Schwab était un nazi convaincu et qu'il avait participé déjà, finalement, sous cette période, à des actions plus ou moins répréhensibles. Ce qui signifie, ça ne veut pas dire que le fils est totalement empreint de cette idéologie, mais on peut imaginer malgré tout qu'il ait été influencé en tout ou partie. Et donc, ce qui permet finalement de comprendre un petit peu ce qui est en train de se jouer, et ce qui n'est pas rassurant pour les gens. L'objectif, c'est plutôt d'essayer de rassurer finalement et de faire autre chose. Mais de toute façon, il n'y a même pas à aller chercher dans la généalogie d'un tel ou d'un tel, on s'en fout. Ce qui est important, c'est les faits, les actes. Quand vous avez comme ça une situation qui fait qu'en moins de 2 ans, on a piqué 5 milliards de personnes avec une substance expérimentale, on ignore tout ce qu'il y a dedans, mais ça devrait soulever une montagne d'indignation, surtout quand vous voyez les millions de personnes qui sont mortes déjà, et les millions d'effets secondaires énormes, dévastateurs, mais on aurait dû tout arrêter depuis très longtemps, quoi. Et non, ça a continué. Donc, si tu veux, maintenant, que les gens se posent encore des questions ou aillent rechercher dans… Oui, ah c'est bah du oui, détail. le papa de Klaus, il n'était pas… Enfin, ouais, moi je m'en fous à la rigueur de son père, il aurait pu être un super nazi, je m'en fous de ça. Par contre, là, ce que Klaus Schwab déjà a écrit dans son bouquin, le Grand Reset, enfin, il a déjà tout dit, quoi. Vous voulez faire quoi de plus? C'est quand même très étrange. On vit dans un monde où plus vous avez une information qui est quand même étayée, parce que si vous avez envie de la chercher, l'information est disponible aujourd'hui. Donc, plus vous montrez les faits, plus vous dites attention, là, il y a quand même un gros problème, et ben, moins de choses se fait. Tout passe. On a l'impression que vous avez beau dire que la situation est complètement anormale et qu'il faut faire vraiment, voilà, il faut faire machine arrière. Non, rien ne se fait. Rien ne se fait. On continue. Encore plus d'un, deux plus belles. Allez, demain, ça va être la vaccination obligatoire après les législatives. Allons-y, c'est pas grave. Ils reviendront sur ce qu'ils ont dit, mais comme on est dans un mensonge qui est récurrent non pas seulement depuis 2 ans, mais depuis quasiment des dizaines d'années, voilà, tout passe maintenant. Ouais, c'est-à-dire que… Oui, pardon. Non, vas-y. Non, je disais oui, c'est vrai que effectivement, de toute façon, c'est un peu comme au poker, j'allais dire. C'est-à-dire qu'ils ont commencé finalement à faire un bluff, à mentir, et comme il y a de plus en plus de gens, on pourrait presque dire des millions d'individus qui s'en rendent compte, ils sont obligés de doubler la mise. Et comme c'est eux qui ont la plus grosse mise, eh ça continue finalement là-dessus jusqu'à ce que le château de cartes s'effondre à un moment donné, parce que il y a quand même, malgré tout, de plus en plus de gens qui s'en rendent compte, même si le mensonge est gros. Harari disait, hein, plus c'est gros, plus ça passe. Dire, ce sont ses mots, c'est pas moi. Donc, on peut retrouver l'extrait d'ailleurs, hein, mais bon, enfin bref, ça c'est autre chose. Est-ce que oui? Non, pardon. Non, mais c'est oui, Harari. En fait, quand vous voyez que ça fait quand même plus de 10 ans que Harari nous prévient de ce qui se passe là, hein. C'est pas depuis en 2017, il était déjà sur les plateaux télé pour nous prévenir. Donc voilà. C'est vrai. Pourquoi personne ne l'a écouté, quoi. Et pourquoi, par exemple, il n'est toujours pas invité sur les plateaux de TV du 20h, du 13h. Voilà, c'est quand même étonnant.
Pourquoi un type comme ça qui nous a prévenu de tout ce qui arrive, pourquoi il est, vous l'avez vu sur TF1, sur France 2, sur M6? Moi, c'est quand même étonnant, non? Il est invité par tous les grands chefs de Davos, il est accessible. Il était sur France 2 encore, ou sur France 5 dans une émission sur la grande librairie pour son film Sapiens Sapiens et Homo Deus. Et là, aucun journaliste, aucun rédacteur en chef de JT ne pense à l'inviter. Waouh! Ben, j'ai remarqué que souvent, quand il y avait une information comme ça, un peu nouvelle et sensible, la stratégie des médias, c'était d'abord justement de faire passer cette information dans des milieux intellectuels ou pseudo-intellectuels, réservés, on va dire, pour une classe moyenne plus ou moins haute, et que pour pouvoir d'abord convaincre cette classe, en vue après d'essayer d'élargir le message dans des médias beaucoup plus larges comme TF1, France 2, BFM, tout ça. C'est-à-dire c'est le socle de l'opinion publique, eux. Et finalement, arriver à l'imposer grâce aussi, finalement, le profil de la classe moyenne qui a adhéré inconsciemment déjà un peu à ça. C'est ça. J'ai l'impression que c'est un peu ça parfois. Mais bon. Non, oui, moi, je peux pas te dire. En tout cas, encore une fois, moi, je veux juste me cantonner à des faits, quoi, à des faits, à la situation, être juste un relais, quoi. Moi, je suis juste un relais d'événements qui sont encore une fois disponibles à tout le monde. Enfin, je veux dire, regardez aujourd'hui tous les lanceurs d'alerte. J'ai l'impression que il y a un lanceur d'alerte, pas par citoyen ou presque, parce que l'information, elle est là, quoi. Il vous a qu'à vous baisser pour la trouver. Donc, s'il n'y a pas de volonté, ben, il n'y a pas de volonté, c'est pas grave. Oui, c'est ça, c'est très juste. Juste pour revenir et peut-être pour clôturer la parenthèse qu'on avait ouverte sur Citizen Light, où tu disais que chaque individu a vocation à devenir un journaliste citoyen. Il y a parmi les auditeurs, il y aura peut-être des gens qui seraient en reconversion ou qui envisageraient peut-être une autre carrière. Est-ce que certains peuvent envisager finalement de faire leur métier, de gagner leur vie à travers une plateforme comme celle-là, potentiellement, peut-être pas à court terme, mais à moyen terme? Est-ce que... Mais bien sûr, nous, on ne sait pas pour l'instant, on lance cette initiative. Là, l'idée, on va voir les informations qu'on reçoit, mais si par exemple, moi je suis convaincu qu'on va découvrir des super talents, et effectivement, si par exemple, parmi tous les citoyens qui vont nous envoyer des infos, il y en a un, il y a un jeune ou un moins jeune ou un plus vieux, mais qui nous balance des informations absolument exceptionnelles qui font, bah, bien sûr, on trouvera toujours un moyen de rémunérer les personnes. Mais pour l'instant, voilà, on fait avec ce qu'on a, mais je suis sûr que ça va faire naître des vocations. Ça, j'en suis convaincu. Ça c'est très bien. C'est un message pour des jeunes qui voudraient se lancer, soit à travers une école de journalisme, soit directement, parce qu'ils ont la fibre dans une activité journalistique. Il faut juste être des gens motivés, curieux, et voilà, quoi. Et moi, au contraire, moi, je serais ravi. Je serais ravi de trouver un modèle financier pour pouvoir permettre éventuellement de rétribuer des citoyens qui vont se découvrir une vraie patte de journaliste et qui vont peut-être demain être les journalistes qui en ce moment corrigent, vérifient les informations. Si on trouve des jeunes qui sont vraiment rigoureux, qui ont vraiment cette fibre journalistique et qui ont cette soif de connaître et de savoir et cette curiosité, bah bien sûr qu'on sera les premiers à les repérer et puis à les faire rentrer comme journalistes correcteurs, on va dire. Oui, bien sûr, dans une démarche toujours sincère de recherche de vérité. C'est que ça qui m'intéresse. C'est pas seulement de la recherche, c'est pas seulement de la recherche, mais c'est aussi de donner des informations qui nous permettent de construire un monde meilleur. Elle est là, c'est-à-dire qu'on est persuadé qu'une information utile peut générer d'une nouvelle économie, peut créer aussi une nouvelle économie, ça j'en suis convaincu. En mettant en place des outils auxquels on ne pense pas forcément. Oui, bien sûr. Grâce à une information qui n'est pas accessible aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas de volonté, parce qu'il n'y a pas de volonté de faire ce genre d'information. Et moi, ça a toujours été un petit peu ma fibre, c'était de faire une information qui donne envie d'agir
j'ai fait une grosse série sur France 5 qui s'appelait Passeur d'espoir. Sur France Info, j'avais monté une série qui s'appelait Le meilleur du monde. Le meilleur des mondes, pardon. Donc, le meilleur du monde, je sais plus trop. Donc voilà, donc je pense que voilà, il y a une possibilité de faire de belles choses. J'en suis convaincu avec l'info, puisque rien n'est fait. Oui, c'est ça. À ce jour, effectivement, rien n'est fait. Mais ça serait peut-être sortir finalement de cette dimension, j'allais dire, purement matérialiste, finalement, qui nous étouffe pour faire une bonne information. Parce que finalement, c'est cette idéologie matérialiste et de financiarisation qui tend à corrompre un petit peu à la fois les âmes et l'information elle-même. Bien sûr, bah, oui, oui. Vas-y. Non, j'allais faire référence à la fin du documentaire, mais on reviendra après derrière dessus. Ouais. Écoute, oui. Enfin, moi, je pense que de toute façon, la situation, elle est tellement absurde, elle est tellement grotesque, elle est tellement incompréhensible, elle est tellement surréaliste d'avoir stoppé tout, d'avoir vacciné 5 milliards de personnes, elle est tellement hors du temps, hors norme. J'ai pas de mots pour la qualifier, qu'elle est forcément, elle n'est pas forcément que d'origine humaine. Tellement tellement ça dépasse. Moi, je veux pas croire que l'homme soit capable d'un tel projet d'anéantissement total, d'une telle violence, d'une telle capacité de destruction. Parce qu'il faut savoir que ça, c'est ce qui se passe avec la Covid, avec les vaccins, c'est l'aboutissement de 30 ans de contrôle, de mise sous contrôle. Ça a commencé par la nourriture. Hein. La nourriture, c'est juste un scandale, mais monstrueux. Comment les OGM ont tout ravagé. Les milliers d'agriculteurs, de cultivateurs qui se sont suicidés en Inde et ailleurs. Comment en France, on a installé des parcelles de 100 OGM à côté en disant non, ça ne vous inquiétez pas, ça ne va pas contaminer l'autre, comme si les abeilles, la pollinisation, ça n'avait jamais existé. Enfin, ce type-là, Monsanto, mais c'est le premier des criminels pour moi. Hein. Comment on a pu laisser ce type-là détruire la nature, détruire la nature, et puis détruire des vies, quoi, détruire des vies, c'est utiliser la nature à des fins mercantiles, utiliser la nature pour se faire plus d'argent encore. Enfin, mais c'est un fou, c'est un fou. Et c'est drôle parce qu'il y a eu quand même des bons journalistes. Je me souviens du Le Monde selon Monsanto. Bah voilà, elle avait déjà tout dit. Je me rappelle plus du nom de la journaliste. Mais ça n'a rien fait, quoi, ou très peu. Mais c'est la suite. Là maintenant, c'est plus la nature qui devient OGM, c'est l'homme. Après avoir testé sur la nature, après avoir testé les modifications génétiques sur la nature, et ben on est en train de les tester sur l'homme, avec cette volonté de transhumanisme, de tout ce qu'on veut. Enfin, je veux dire, quand vous lisez Harari, il a déjà tout dit. Enfin, tout est sur la table. Enfin, pourquoi aller traiter les gens de complotistes alors que tout est là, tout est dit depuis plus de 10 ans. C'est fou. C'est juste fou. Oui, c'est fou et c'est plus facile surtout de les traiter de complotistes, comme ça évite toute forme de réflexion et ça évite de sortir de déni. C'est dit, ça a été dit, enfin, ça c'est écrit, on n'a pas inventé, on n'est pas dans du délire mental, on est dans les faits, Putain, c'est incroyable, quoi. Et puis c'est vrai que moi, paradoxalement, plus j'avance, plus je découvre des choses, par exemple les épandages. Alors, les épandages, selon les grands journalistes de M6 en enquête exclusive, les grands journalistes de M6, les épandages, non, il n'y a pas d'épandage, il n'y a pas de bioingénierie, il n'y a rien du tout, c'est juste de la vapeur d'eau. Mais comment des journalistes peuvent-ils écrire des bêtises aussi énormes que ça? Et ça, c'était encore il y a 6 mois dans un reportage sur les complotistes. Les complotistes qui pensent qu'il y a des épandages alors que c'est juste de la vapeur d'eau. Mais pauvre garçon, il y a eu un colloque en 2019, en 2018 avec des gens du CNRS qui disaient qu'ils étaient en train de réfléchir à quasiment
en secret pour savoir comment camoufler au niveau juridique la réalité de ces épandages. Il est allé à ces colloques. Ces gens-là qui donnent qui font pas leur boulot, quoi. Et qui en même temps cassent le travail des autres. Mais on va où? On va où? Le monde est malade, ça c'est sûr qu'il est malade parce qu'il est dirigé par des gens malades. En fait, c'est ça la réalité. C'est ce que souvent on veut pas voir au final parce que, j'allais dire, le monde, ou du moins la vision du monde que les dirigeants ou ceux qui sont au-dessus en ont, ils projettent leurs idées finalement sur le reste de la population. Ils ne font que ça. Et en fait, c'est ce qui crée finalement le virus. Le virus, il est au-dessus de nos têtes. Il est au-dessus des gouvernants. Les gouvernements, finalement, sont que les parties infimes de ce virus. D'accord, mais est-ce que vous êtes posé la question pourquoi ils ont créé des labos P4? Pourquoi on a créé des labos P4? Pourquoi l'homme cherche depuis toujours des moyens d'éradiquer le plus d'hommes possible sur la planète? Pourquoi cette volonté de destruction? D'où vient cette volonté d'anéantissement? D'où vient cette volonté de détruire le vivant? On est dans un combat spirituel entre le mal et le bien. On est dans un combat spirituel entre le mal et le bien. Il n'y a que cette explication. Comment expliquez-vous encore? Je reviens à ces labos P4 qui sont des labos plus protégés que des centrales nucléaires. Regardez les ondes aujourd'hui. Les ondes, c'est des armes de guerre. On sait très bien qu'avec des ondes, on provoque des tsunamis, on provoque des tremblements de terre, on provoque des pluies torrentielles, des tornades. On le sait, ça. C'est une arme de guerre. Pourquoi l'onde et la chimie sont des armes de guerre. Pourquoi l'homme passe son temps à créer de nouvelles armes pour détruire l'homme? Donc, on est dans un débat qui est vraiment un débat, je dirais, entre les forces du mal et les forces du bien. C'est un débat qui ne s'explique pas humainement, c'est pas possible. Un humain normalement fermé ne peut pas avoir une explication rationnelle. Pour moi, il n'y a pas d'explication rationnelle à ce qu'on est en train de vivre. C'est pas possible. Pourtant, vous soulignez quand même ça, enfin, une partie, on va dire, de cette explication dans le documentaire Hold Out à la fin, en donnant justement des références eschatologiques, notamment les références qu'a indiqué le président français, par les termes « la bête de l'événement est là », et bien d'autres signes qui sont apparus et qui suggèrent qu'il y a une dimension biblique, finalement, derrière ce que nous vivons à l'heure actuelle. C'est exactement ça, moi je le pense. Je pense qu'effectivement, on est dans un combat eschatologique avec les forces de destruction qui sont à l'œuvre et qui veulent détruire l'humanité. On est dans ce combat-là avec des élites au pouvoir qui sont complètement comment on s'appelle, comment dire ça, qui sont liés au mal, quoi, d'une façon viscérale. Et qui sont plus vraiment des êtres humains, quoi, qui sont des êtres, tu vois, qui ont donné leur âme au diable et voilà, qui sont juste des êtres, qui sans le savoir, ils sont en train de faire des choses juste absolument hallucinantes, quoi. Là, je parlais du groupe Bilderberg, en sachant, mais comment ces gens-là, s'ils faisaient vraiment le bien, pourquoi ils sont dans le secret depuis plus de 50 ans? Pourquoi ils prennent aucune décision? Mais quand vous regardez ici ou là les documents qui ont fuité de ces groupes, c'est juste ce qui arrive en ce moment. Pourquoi toujours la destruction? Pourquoi l'homme cherche inexorablement à détruire l'autre d'une façon magistrale, à le violer, à le faire souffrir? Enfin, je veux dire que le mystère du mal, le mystère de la violence, le mystère de tout ça, c'est qu'un mystère qui prend son explication dans un débat eschatologique. Voilà. Donc, on peut parler de la fin des temps, on peut parler de tout ça. Mais moi, je préfère parler qui dit fin des temps, dit arrivée d'un nouveau monde. Et moi, ce monde dominé par l'argent, dominé par la guerre, dominé tu vois, quand je vois des Philippe Alexandre, des Laurent Alexandre, pardon, des Laurent Alexandre ou des Jacques Attali qui se réjouissent de voir l'homme éternel ou qui crèvent d'envie de vivre éternellement dans ce monde-là dominé par la guerre, la suspicion, la colère, la jalousie et autres. Moi, j'ai pas envie de vivre éternellement quand vous avez Laurent Alexandre qui clame devant un parterre en disant, mais vous allez vivre, vous, peut-être plus de 1000 ans.
mais c'est un malade. C'est du délire. C'est un fou. Ouais. Non, Mm. mais vous vous rendez compte que ces gens-là, en plus de ça, moi, ce qui me fait le plus de peine, c'est qu'ils ont accès ils ont accès à des grands médias de masse et, euh, et ça leur permet de distiller un petit peu leur folie, quoi. Oui, complètement. Mais j'ai quand même l'impression que la société se divise en deux, c'est-à-dire qu'il y a il y a une part de la société qui va aller vers ce matérialisme exacerbé, qu'on pourrait qualifier de transhumanisme matérialiste, et une autre partie de la société qui va plutôt finalement vers une forme de spiritualité libertaire. On pourrait dire un transhumanisme spirituel finalement, c'est-à-dire en apprenant à se connaître soi. Je sais que toi, tu es chrétien, tu as fait un film qui avait marqué les esprits. D'ailleurs, j'avais été le voir en salle, qui s'appelait Thanatanos, et qui parlait justement des expériences de mort imminente et donc finalement du rapport de l'âme au corps. Euh, Toi, justement, quel rapport tu as justement finalement de l'âme au corps? Est-ce que pour toi, l'âme, c'est effectivement un esprit incarné dans un corps, un esprit intelligent, on pourrait dire, en dehors de l'espace et du temps, qui s'incarne dans un corps pour vivre une expérience charnelle, sensible, ou est-ce que c'est, comme pense Laurent Alexandre, j'ai eu l'occasion d'échanger avec lui justement par message, par intermédiaire Twitter, où lui, il est athée et donc il ne croit pas en l'existence de l'âme comme une force intelligente immortelle et immatérielle. Il pense que c'est simplement ce qu'on pourrait appeler des fonctions végétatives du corps, c'est-à-dire que ça naît et ça meurt avec le corps. Et c'est là justement que vient finalement toute la déviance de ces individus, j'ai l'impression. Toi, quel est ce rapport que tu as à l'âme, finalement, au divin, Ben qui moi, est un regard chrétien, bien sûr, mais non, non, moi, il se trouve que j'ai une chance inouïe. Je dis bien, j'ai une chance inouïe, c'est celle de croire vraiment en en un homme Dieu qui a changé l'histoire du monde, qui est né il y a plus de 2000 ans aujourd'hui, puisqu'on est, n'en déplaise à Laurent Alexandre, on est en 2022 après quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ. Donc c'est quand même quelqu'un qui a marqué notre monde, qui a passé sa vie, qui est venu sur Terre pour donner de nous aimer, qui est venu sur Terre et qui est mort dans des conditions absolument monstrueuses qu'aucun être humain, aurait vraiment, que je souhaiterais. Les conditions de la mort de Jésus ont été juste d'une telle violence psychique et physique surtout, et juste pour nous dire qu'il y a quelque chose après la mort. D'accord? C'est quand même énorme. C'est-à-dire s'il est Dieu et qu'il s'est fait être humain pour nous dire, écoutez, vous inquiétez pas les enfants, il y a une vie après la mort, et que soyez bons entre vous, parce qu'il y a que l'amour qui sauve. Et il est mort dans des souffrances, dans des souffrances absolues, comme si la souffrance donnait du sens à travers son sacrifice. Donc voilà, moi j'ai été, il se trouve qu'à la suite d'un accident de moto, ma vie a changé et que j'ai pu, j'ai découvert plein de belles choses et que j'étais heureux de sortir ce film qui est une vraie enquête, hein, c'est une vraie enquête quasi scientifique sur ces gens qui rapportent en plus. C'est pour ça que c'est quand même étonnant que Laurent Alexandre, ce serait bien qu'il aille le voir ce film, parce que c'est des explications scientifiques qui donnent la preuve de l'existence de Dieu, qui donnent la preuve de l'existence d'un ailleurs, qui fait qu'on va retrouver notre corps, que rien n'est perdu. Hein. Je veux dire qu'on retrouvera notre corps dans un autre monde, et que le monde ne s'arrête pas à notre vie terrestre, et que là, il y a suffisamment d'expériences, de personnes, et puis encore une fois, à ceux qui ne croient pas au miracle de la vie, je leur demande juste de regarder un petit peu la nature et de s'émerveiller, regarder quand une plante ou une graine commence à germer tellement c'est juste prodigieux, magnifique et d'une puissance folle, quoi. Vous savez, l'homme a perdu sa capacité d'émerveillement. Et on va mourir de ça. On va mourir non pas d'un manque de merveille, comme dit un photographe qui est juste sublime, qui s'appelle Vincent Meunier, et qui a fait un film magnifique, La Panthère des Neiges. Et lui disait que l'homme ne va pas mourir d'un manque de merveille, mais d'un manque d'émerveillement. Il a tout dit. Il a tout dit, il a tout compris. Et moi, c'est pour ça que moi maintenant, voilà, je termine le film et après je vais me gorger dans une nature qui est juste magnifique et qui nous donne tout, et c'est gratos. Parce que la nature, elle nous donne tout, elle nous donne à manger, elle nous nourrit complètement et c'est gratuit.
Par contre, là, depuis 30 ans, depuis qu'ils nous balancent leur merde pour justement tout contrôler et appauvrir et affamer le monde entier, ben, moi, je trouve ça dommage et que cette situation ne peut s'expliquer que dans une situation, on va dire, eschatologique, parce que c'est tellement absurde, c'est tellement surréaliste. Quand vous avez la preuve, mais la preuve par A plus B, par tout ce que vous voulez, que oui, il y a bien des hommes qui travaillent à la destruction, à l'extinction de l'humanité, bah, vous pouvez que vous dire, bon, bah, on n'y peut rien, quoi. C'est que, voilà, il faut passer par cette case-là pour renaître dans un nouveau monde, mais il faut se préparer à ce nouveau monde. Et ce qui, encore une fois, ce qui m'a beaucoup amusé, c'est de savoir que le film Thanatos, l'ultime passage, est sorti en novembre 2019, soit exactement quelques semaines avant le début de cette pandémie volontairement déclarée, quoi. Tout à fait. Et que ce film permettait d'atténuer la peur de la mort. Ce film, toutes les personnes qui ont vu ce film ont dit, mais m'ont remercié. Et ça a été une avalanche de cadeaux, parce que ce film a été un gros succès en salle. Et les gens bah, venaient de me remercier parce qu'ils n'avaient plus peur de la mort, quoi. C'était un bon Mais voilà. timing naturel. C'était un bon timing naturel. Malheureusement, bah, voilà, il a été vu que par 60 000 personnes, alors que je pense il a été arrêté à cause du confinement, mais qu'il aurait pu avoir un succès beaucoup plus large, quoi. Oui, je pense aussi, oui. Mais je pense que justement, il faudrait. C'est un film qu'il faut remettre à l'heure actuelle au goût du jour. Ah Parce bah que. ça, ouais, mais ça c'est fini parce que moi maintenant, après avoir fait Hold Up, je suis grillé par toutes les salles de cinéma, hein. Parce qu'il faut pas mesurer, il faut bien mesurer que ces gens-là, ils sont puissants, ils ont l'argent, ils ont tous les médias, ils ont tous les systèmes d'information et les cinémas. J'en étais à mon cinquième long métrage cinéma, cinquième hein, long métrage cinéma. Et ça posait aucun problème. Et j'ai les salles de spectacle étaient contentes parce qu'à chaque fois que je sortais un film, ça marchait très bien. Voilà, Oui, maintenant, comme une grosse étiquette de complotiste qui est complètement dingue, puisque ça n'a rien à voir avec le complotisme, puisque le complot, il est là. Et je donnais les preuves que de tout ce que j'avançais, je donnais les preuves. Il faut savoir que c'est moi qui porte plainte aujourd'hui contre l'agence France Presse. C'est quand même énorme, non? Pour diffamation. Le film n'a reçu aucune plainte. C'est quand même énorme, non? Alors, les pique-pendre sur ce film en disant que c'est n'importe quoi. Hein, Madame Sicurel? Hum. en Non, fait, mais c'est vous rendez- logique. Quand ça les dérange vraiment, comme Hold Up, qui est sorti très vite finalement sur les réseaux et qui a été fortement relayé et qui sont contraints finalement, qui sont face à ça, ben, ils vont tout faire finalement pour discréditer la personne à l'origine du projet, ben, casser son étiquette, comme ils ont pu le faire pour d'autres experts. En fait, c'est toujours le même procédé finalement. C'est la désignation, c'est la mise d'une étiquette, désignation d'un épouvantail finalement, et dévoiement finalement j'allais dire, du lanceur d'alerte, oui, du lanceur d'alerte, tel qu'il soit. Ça peut être un médecin, ça peut être un journaliste, ça peut être. Et en fait, l'objectif est clairement finalement de le discréditer auprès de l'opinion. C'est toujours le même Absolument. schéma au final au cours de l'histoire. On a évoqué plusieurs livres là-dessus. J'avais lu un bon livre justement sur la santé. C'était d'un initié, je ne sais pas si tu le connais. Ça s'appelle Remèdes mortels et crimes organisés. Euh, Comment l'industrie pharmaceutique a perverti le système de santé. En fait, donc c'est un livre sérieux de Peter Gotch qui avait été écrit il y a peut-être 3 4 ans avant cette crise. Et il faisait des conférences Ouais, dans mais les Peter, milieux. mais je Comment? l'avais cité dans le Je l'avais cité dans le 2, Peter Gauche. Ah oui, voilà. Bon, ben voilà. Je ne me souvenais pas. Donc effectivement, on est face à une machine très bien huilée et c'est une machine, comme tu dis très justement, qui est un combat spirituel entre deux types, j'allais dire moi, d'âmes finalement. Des âmes justes qui sont justes pour le vivre ensemble et qui correspondent, on pourrait dire, pour l'Occident à l'idéologie christique. Aimez-vous les uns des autres, comprenez que vous ne faites qu'un et que, en somme, vous devez vivre ensemble en bonne entente, évitez de vous diviser. Et, euh,
et d'autres âmes qu'on pourrait qualifier de descendants. Il y a un terme hébreu qui signifie vaurien finalement et qui est devenu un peu le démon, qui s'appelle Bélial. Bélial, fils de Bélial. C'est en fait c'est ceux qui sont justement dans la volonté d'asservir l'autre, une partie de la population, pour leurs propres intérêts égoïstes, pour leur propre pouvoir. On pourrait dire effectivement que ce combat entre le bien et le mal, c'est un peu ça, non? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, mais moi je pense qu'on est dans un véritable combat. De toute façon, ce qui se passe aujourd'hui ne peut prendre de sens que si on élève le débat, parce que c'est pas humain. Ce n'est pas humain. Ce qui se passe actuellement sur Terre n'est pas humain. C'est pas possible. Je ne veux pas le croire. D'avoir mis autant de force pour détruire des milliards de personnes, c'est pas possible. Pour moi, ça ne peut pas être humain. C'est juste délirant. Où l'homme est devenu complètement dingue. Ça, c'est encore possible. Et s'il est devenu complètement dingue, c'est parce qu'il y a d'autres forces qui rentrent en jeu. C'est pas possible. En tout cas, c'est pas les forces du bien. Parce que les forces du bien, l'une des forces qui est vraiment la force la plus équilibrée et qui permet de vivre bien et d'être heureux, c'est l'amour. C'est la seule chose qui permet aux gens de vivre bien. C'est d'aimer. Moi, j'ai fait un film qui s'appelle Sous peine d'innocence, 12 ans de tournage sur un Américain qui a fait plus de 30 ans de prison pour un crime qu'il n'a pas commis et qui a préféré rester pris en prison plutôt que d'avouer un crime qu'il n'a pas commis. Parce que s'il avait dit qu'il avait été coupable, il serait libre, il aurait été libre depuis longtemps. Il a fait 32 ans de prison et je lui ai posé la question dans sa prison. Je lui ai dit, il s'appelle Severino Diaz, je lui ai dit, Severino, c'est quoi le bonheur pour toi? Vous savez ce qu'il m'a répondu derrière ses barreaux, alors qu'il vivait quelque chose de juste incommensurable? Il m'a dit, le vrai bonheur, pour moi, c'est de rendre les gens heureux. Est-ce que vous pensez qu'avec la peur, on peut rendre les gens heureux? Jamais. Est-ce que vous pensez qu'avec des laboratoires P4, avec des bombes atomiques, avec des journaux qui nous disent tous les jours ce qui va mal, on rend les gens heureux? C'est sûr que jamais, non, effectivement. Alors justement, comment rebondir, comment rendre les gens heureux finalement dans un message? Est-ce que tu as un projet peut-être, un nouveau documentaire qui pourrait donner des solutions finalement pour retrouver le bonheur, pour d'une part en matière de santé, retrouver un équilibre avec peut-être des remèdes naturels, des plantes, de l'herboristerie, de cultiver son jardin, enfin quelque chose qui pourrait inspirer les gens finalement. Ça sera le but de Citizen Light. Le but de Citizen Light, c'est de créer une information positive, créer une information utile et positive. Ça sera le but de Citizen Light. Mais pour répondre à ta question, oui, il me reste encore un film auquel je tiens beaucoup. Ce film s'appellera Miracle. Miracle, avec un S. Et en fait, je vais passer en revue 3 grandes énigmes scientifiques pour montrer qu'on n'est vraiment pas grand-chose, quoi. Et qu'il faut arrêter de se la péter en envoyant des trucs sur la Lune. Ça n'a servi à rien. D'ailleurs, sur la Lune, on n'y est allé qu'une fois. C'est quand même étrange. Et puis d'arrêter de dépendre des trucs, de faire croire qu'il y a un arrêt du réchauffement, qu'on va tous disparaître, qu'à cause de la surpoids. Non, putain, mais arrêtons, quoi. Arrêtons tout ça. Vivons et je pense que la planète, elle a largement de quoi nourrir tout le monde. Bien sûr, quand on produit 50% de production animale et végétale et que les 50% on les produit pour les mettre à la poubelle, tout ça parce que ça rentre pas dans le marché, voilà, tout est dit, enfin tout a été corrompu, quoi, pour l'argent et pour le plaisir égoïste d'une poignée d'élites qui sont des psychopathes qu'il faudrait enfermer dans des asiles. C'est tout. Maintenant, moi, je peux rien faire. Je suis juste dans le constat, encore une fois. Donc moi, je veux dire, je vais me retirer en haut dans la montagne, aller regarder cette belle nature et m'émerveiller du vivant. Et c'est vrai que ce film Miracle, j'ai hâte de le faire parce que d'abord, ça va me faire plaisir. Ça sera mon dernier film. Et en même temps, voilà, je vais essayer de le faire dans des belles conditions. Et d'ailleurs, j'en profite.
en profite de dire à tous ceux qui veulent soutenir Citizen Light ou voire même mes films, n'hésitez pas. Moi, je fais pas la manche, mais achetez les films. Allez voir, allez voir comment on s'appelle Hold Out. Ça coûte 4 euros, donc c'est pas grand chose. Et puis si vous avez envie de devenir coproducteur de Miracle, eh ben, vous pouvez être coproducteur du Miracle, c'est-à-dire vous investissez dans un film et vous reprenez une participation sur toutes les recettes du film. Moi, je sais pas, l'information, elle n'est pas gratuite. Si l'information est gratuite, c'est qu'il y a un problème. Et c'est ce qui a permis aux élites de mettre des milliards dans des usines de destruction massive que sont les médias. Parce qu'à partir du moment où vous achetez un grand coup de milliards tous les canaux d'information, bah vous êtes le roi du monde. Et c'est ce qu'a très bien compris Bill Gates. Bill Gates, depuis 10 ans, il a pour acheter, quoi. Donc voilà, maintenant la roue est libre pour lui, il va faire tous ses vaccins, il va vacciner tout le monde, et voilà. Et puis il se retrouvera avec 3 personnes sur Terre à taper le bridge, et puis il va s'emmerder à un moment donné, quoi. C'est ce qu'il faut lui souhaiter presque. Ouais. Qui reviennent à la réalité, qui comprennent ses erreurs. Mais bon, j'ai l'impression qu'ils sont dans le déni, que c'est très compliqué. Encore une fois, moi, ça m'appartient pas. Moi, je suis juste un témoin, et donc j'ai juste envie de montrer aux gens la réalité d'une situation, éventuellement de dénoncer des choses qui sont fausses, parce que ça m'horripile. Et c'est plus fort que moi, hein. On touche pas aux gamins, encore une fois. Et voilà. Mais par contre, ouais, je lance vraiment un appel. Aidez-nous, parce que moi, je suis plus que smicard, quoi, hein. Je veux dire, je galère, on me fait passer pour quelqu'un qui s'est fait du fric sur le dos de la pandémie, mais qu'est-ce que j'ai pas entendu, hein, sur mon compte, quoi. Alors non, je suis là, je sais même pas avec ma petite équipe si on va passer le mois de juin. Enfin, donc c'est juste hallucinant, quoi. Juste hallucinant la situation. Tout va à l'encontre, tout est mensonger et tout. Voilà. Enfin, donc, mais maintenant, je sais, ben, il faut l'accepter, il faut le vivre avec. Et tout ira bien. Tout ira bien. Oui, tout à fait, je comprends. Moi, j'appellerai, je ferai un petit appel justement à la participation pour ce Non, non, prochain mais film. Je mettrai Hold le Out, lien. Et puis pour Hold Out aussi, lorsque je l'ai relayé au départ, de toute façon, je l'ai fait via la plateforme CrowdBunker en signifiant bien qu'il fallait effectivement c'est aller sympa. cotiser parce que il y a beaucoup de gens qui ont tendance à les télécharger, à le mettre sur d'autres plateformes en accès libre et je trouve que c'est pas très réglo par rapport à tout le travail que vous fournissez. Et donc, effectivement, tout travail mérite salaire. C'est l'incompréhension des choses. C'est-à-dire que les gens, c'est comme si tu disais à une personne, bah, t'arrêtes de travailler, d'accord? T'arrêtes de travailler. Ah ouais? Bah non, je peux pas arrêter de travailler. Par contre, de vivre de son travail, il est où le mal? Ah ouais, mais c'est l'intérêt public. Mais attends, chérie, tu vas réclamer des sous à tous ceux qui te désinforment à la télévision et que tu payes grassement. C'est ça. Tu vas, le- Tu vas enfin, pourtant, c'est toi qui le payes, hein. Ils ont reçu, je sais plus combien, 666 millions par an, hein. Oui, mais c'est incolore inodore pour eux parce qu'ils ne voient pas, ça passe dans les impôts, ils se disent, bon, allez, et c'est tout le vice finalement de ça. Alors que le plus Et voilà. important, finalement, la bonne information, justement, elle n'est pas justement dans ces médias principaux, elle est à côté. Il faut faire un pas de côté. Il faut aller la chercher et toi, tu participes justement à cette vraie information, à cette éthique journalistique, justement, qui cherche le vrai, le juste. Et ça presque, je dirais, ça n'a pas de prix. C'est-à-dire qu'on devrait On même essaye. surcoter le don. Parce que la vérité vaut beaucoup plus que tous ces mensonges en fait, auxquels on est soumis. Donc, je conseillerais à tous les gens qui disent qu'ils ont une télé, notamment, de décocher, c'est la fin c'est la fin de déclaration des impôts, de décocher l'onglet télévision sur votre déclaration et de donner une partie finalement de cet argent à des producteurs comme Pierre et ses équipes. Excellente idée. Excellente idée. Décochez la case télé et abonnez-vous à Citizen Light. Ouais, ouais, Voilà. excellent. Je pense qu'ils y gagneront, tout le monde y gagnera et c'est du gagnant-gagnant. Donc voilà, faut pas hésiter. Eh ben, merci. Euh, c'est normal, faut se tenir les coudes, je pense, entre personnes qui sont dans le même sens, c'est-à-dire la recherche de la vérité pour le bien commun et pour une société plus juste.
absolument. Avant de terminer peut-être cet entretien, je voudrais te poser une question un peu technique. Finalement, comment tu sélectionnes tes intervenants? Quels sont tes critères d'expertise quand tu veux monter un documentaire? Tu as déjà une idée d'ensemble de ce que tu veux faire et tu vas chercher, tu pioches à droite, à gauche, après, euh, en fonction des Ouais, compétences de chacun, de ce qu'ils peuvent apporter comme plus-value. Ça se passe comment, de manière technique? bah, de manière technique, ça se passe. D'abord, il y a une écriture, on va dire, sur le papier. C'est-à-dire, je structure mon propos sur le papier en disant, voilà ce qu'on va essayer de démontrer. Et déjà, on a en tête les personnages, on les a en tête, on sait ce qu'on veut démontrer. Et par contre, on va essayer après de mettre en forme, parce qu'encore une fois, ces documentaires, là, comme on les a écrits à plusieurs mains, c'est des documentaires qui, pour moi, ont la capacité de passer au cinéma. C'est-à-dire qu'avec une Ouais. bonne musique, avec un propos, on essaye vraiment on n'est pas dans la, comment ça s'appelle? On n'est pas vraiment dans le divertissement, même si ça fait partie du divertissement, parce que c'est un documentaire cinéma, mais on essaye justement enfin, moi, ce qui m'importe, ce qui m'intéresse, et c'est que ça n'a rien à voir avec un documentaire télé. Moi, des documentaires télé, j'en ai fait plein, j'en ai fait une quarantaine. Là, ça fait 10 ans que je fais que du documentaire cinéma. Bah là, on structure le film, on essaye d'avoir une belle musique. Alors, bien sûr, il y a un parti pris, mais c'est le parti pris de l'artiste. Et je le revendique complètement. Le parti pris, il s'appuie sur des faits qui sont juste rigoureux, qui sont sourcés, avec des propos de personnes qui sont tous sauf des malades mentaux. Et c'est ça qui est intéressant. Donc oui, on structure le film sur des papiers, puis après, on essaye d'agréger des personnages qu'on trouve intéressants, qui sont nouveaux, ou alors dont le propos est pertinent. En fait, c'est un bon documentaire ou un documentaire qui, pour moi, a de la valeur. C'est à la fois, il faut que ça soit authentique, il faut que ça, voilà, que les gens parlent, voilà, vrai, que ça soit, et qu'il y a la musique, et il y a tout un ensemble, hein. Il y a l'image, les prises de vue qui participent aussi à cette, à la, à la forme artistique d'un film, c'est hyper important. Mais c'est Effectivement. difficile de répondre à ta question parce que je pense que c'est un assemblage de plein de choses, quoi, qui fait que le film sera bon ou pas, quoi. Mais c'est pas à moi de le dire. Enfin, tu vois, moi, pour mes documentaires, moi, j'essaie de faire du mieux que je peux. Et voilà. Et surtout, moi, le meilleur compliment qu'on puisse me dire, c'est ah bah non, je me suis pas emmerdé à la fin du film. Surtout que le film, il fait 2h20, quoi. Donc, si les gens regardent un film de A à Z sans s'être embêtés au bout de 2h20, bah, c'est que c'est bon, c'est gagné. Alors, je pense que le pari est gagné sur pas mal de documentaires et de films que tu as fait, en tout cas. Enfin, pour ma part, en tout cas, je te le dis. J'en ai vu quelques-uns. Effectivement, j'ai passé un très bon moment. Et Thanos, c'était très intéressant. Et il y avait d'ailleurs un prêtre qui était dans la salle et il était même un peu gêné finalement par cette approche, étant donné qu'on lui posait des questions qui sous-entendaient que l'âme existait même avant la naissance du corps. Et donc ça, dans l'idéologie catholique, c'est un peu gênant. Pas forcément chrétienne, mais catholique en tout cas, c'est un peu C'est gênant. bien, mais c'est bien. Mais c'est bien, L'essentiel, c'est de provoquer le débat, quoi. exactement. Et de le maintenir, Encore une c'est fois, ça qui fait voilà. mieux. Chacun est libre de ses croyances, et voilà, quoi. Écoute, je te remercie beaucoup pour cet échange qui a été un échange un peu plus général finalement à la fois sur cette trilogie de documentaires que tu as réalisé pendant cette crise, que j'invite tout le monde à voir et à revoir et surtout à participer finalement financièrement dans la vision de ces documentaires. On a aussi finalement eu un regard un peu plus général sur ce qui t'anime, ce qui fait ce métier, comment tu travailles, ton éthique finalement, et sur ce qui se cache derrière tout ça. Hein. On a clairement compris qu'il y avait un agenda malsain, hein, pour ne pas dire mortifère, et que il correspondait à une idéologie au sens littéral du terme, qu'on peut qualifier d'eugéniste, c'est-à-dire de contrôle de la démographie par le contrôle, par la modification, le contrôle des gènes, finalement.
Ah oui, eh ouais. Le contrôle, le contrôle. Le rêve de l'homme de devenir le roi du monde, de pouvoir tout contrôler. Alors que C'est regardez les leçons que nous donne la nature aujourd'hui, quoi. Tellement elle est belle, tellement elle est souveraine. On est vraiment des minables. On est des minables. vrai. On est, ju- on est vraiment juste des enfants gâtés et on mérite une grosse fessée, en fait. Vraiment. Ah oui, des enfants, c'est le bon terme finalement. On est des sales gosses. On est juste des sales gosses, hein. Quand vous prenez l'avion, quand vous êtes à 10 000 mètres d'altitude, quand vous voyez cette planète, vous dites, mais qu'est-ce qu'on fait, quoi? Qu'est-ce qu'on fait? C'est triste. c'est triste. Est-ce que pour finir sur une note heureuse, tu as, j'allais dire, des conseils pour en cette période, pour les auditeurs, pour les téléspectateurs, pour finalement retrouver un équilibre, celui de revenir à la nature, tu l'évoquais déjà, peut-être qu'il y a d'autres conseils Non. pour avoir une note positive, quelque chose qui nous permet de prendre du recul un peu par rapport à tout ça. Pour moi, la note positive, c'est voilà, égarez-vous en forêt, plantez-vous dans une forêt, écoutez le silence, regardez admirez juste, je sais pas, une fleur qui s'ouvre ou n'importe quoi, une plante, et soyez dans l'émerveillement de cette nature. Et c'est vrai que moi, je comprends un petit peu les réactions de Vincent Meunier là quand il part à la chasse à ces photos, qui reste pendant des heures, des journées entières pour juste prendre une photo. Mais ce type-là, il a tout compris. Il a tout compris. Il est dans l'émerveillement de cette nature qui est si riche, si belle et qui nous apprend tout, qui nous donne tout, quoi. Et nous, là, on est à côté en train de construire des missiles, des centrales nucléaires, des laboratoires P4, créer des nouvelles armes bactériologiques avec des virus pandémiques. On est en train de, voilà, enfin, mais laisser la nature, enfin, arrêter les vaccins, laisser les choses faire, enfin, tout va bien, quoi. Ayez Tout va confiance en vous, tout va bien, voilà. bien. Ah ouais, mais Reconnectez-vous à vous et à la nature. l'homme insoupçonnable. Vous savez, je vous invite à regarder le film Lumière, des gens qui ont arrêté de manger. Ils ne vivent de rien. Ils mangent plus, ils ne boivent seulement de l'eau. Il n'y a plus de frigo chez eux. Il n'y a plus de frigo. Vous entendez? Il n'y a plus de frigo. Ils vont pas pousser le caddie. Ils ne boivent que de l'eau. Vous avez entendu parler de ces gens-là? Il y en a de plus en plus aujourd'hui. C'est comme Et l'arbre. L'arbre ne boit que d'eau pour devenir un roc. Donc aujourd'hui, on a encore une fois plein de choses à découvrir sur notre humanité. Donc, émerveillons-nous. C'est tout. Voilà le mot de la fin. merci Pierre. On restera sur ce mot de la fin alors. Merci beaucoup, merci pour cet échange. Au plaisir de se retrouver plus tard. Merci aux téléspectateurs. On vous salue. On vous dit à très bientôt pour une nouvelle émission. Merci, au revoir. Merci à tous et bon relais.